Je voudrais tout d'abord remercier nos collègues du groupe CRCK de nous offrir cette occasion de nous prononcer sur le CETA. Monsieur le ministre, nous venons d'en parler, vous auriez dû inscrire ce texte à notre ordre du jour. Mais 7 ans après son entrée en vigueur et 5 ans après l'Assemblée nationale, nous attendons toujours, malgré nos demandes réitérées et vos engagements. C'est là un véritable déni de démocratie. Nous vous appelons donc solennellement, monsieur le ministre, à ne pas prolonger ce mauvais traitement, permettre la poursuite de la navette parlementaire et, en cas de rejet du CETA, de le notifier à la Commission européenne par respect pour nos institutions et pour nos concitoyens. J'en viens au contenu de cet accord. La Commission européenne, relayée par le gouvernement, met en avant dans sa communication une évolution importante des échanges en omettant de préciser qu'il s'agit d'augmentations en valeur non retraitées de l'inflation, ce qui diffère sérieusement de l'évolution en volume estimée par Eurostat de seulement 0,7 points entre 2017 et 2022, attestant de l'effet marginal de l'application provisoire du CETA. De même, les partisans de l'accord soulignent l'évolution de secteurs d'activité qui profiteraient de la disparition des barrières tarifaires, comme le textile, les vins et spiritueux, les fromages, mais ces secteurs restent marginaux dans notre balance commerciale. On essaie aussi d'apaiser les craintes de nos agriculteurs sur les importations de viande bovine, le Canada n'ayant quasiment pas utilisé ses quotas. Devons-nous pour autant être rassurés quand les animaux sont nourris avec de la farine animale, que le Canada a obtenu des dérogations aux normes européennes sur la décontamination des carcasses et que les audits de la DG Santé de l'Union européenne concluent qu'il n'existe aucune garantie sur l'utilisation d'antibiotiques activateurs de croissance. Le Canada a négocié ses quotas pour les utiliser, notamment le jour où les marchés américains ou asiatiques se rétréciront. Je conclus là sur la partie agricole sur laquelle mon collègue Jean-Claude Tissot reviendra. Outre les barrières tarifaires et non tarifaires, cet accord porte sur un large champ d'intervention, incluant notamment la libéralisation des services publics jusqu'alors protégés. Le CETA est par ailleurs en totale contradiction avec nos engagements environnementaux. Alors que l'article 2 de l'accord de Paris engage les pays signataires à limiter l'extraction et le commerce d'énergies fossiles par des restrictions d'importation, il représente 40% des échanges du CETA. Sur les 20 secteurs d'activité qui progressent le plus, on trouve l'exportation de véhicules, de produits chimiques, de pétrole issu des sables bitumineux, de fer, d'acier, de matières plastiques, d'engrais, de minerais, d'aluminium, de services de transport, tout secteur d'activité qui contribuent à des émissions massives de gaz à effet de serre et sont fortement carbonés. Nous sommes loin de l'image idyllique que l'on nous présente, et si l'accord de Paris et la protection de l'environnement sont évoqués dans les déclarations interprétatives, rien ne les rend opposables et juridiquement contraignants. Nous n'y trouvons pas plus de clauses miroirs pour protéger notre agriculture, de références explicites au principe de précaution, ni de veto climatique efficient. La commission Schubert, mandatée par le gouvernement, avait pourtant dès 2017 alerté sur ces points. 6 ans plus tard, les résultats en attestent, les promesses du gouvernement d'éviter ces effets négatifs ne sont évaporées. La commission Schubert avait aussi alerté sur la création d'une coopération réglementaire qui, je cite, est la plus préjudiciable à l'autonomie des parties contractantes dans l'élaboration de leur réglementation. Cet accord, rappelons-le, a pour finalité d'éliminer les obstacles au commerce et aux investissements, instaurant la prééminence du droit commercial sur tous les autres, devant la protection de l'environnement, devant la protection des consommateurs, devant la protection des travailleurs. Alors que plus de 90% du CETA est en œuvre, nous sommes appelés à ratifier cet accord de caractère mixte, car il inclut un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. C'est à nos yeux un outil supplémentaire pour que les multinationales puissent contester et peser sur les décisions des États souhaitant établir des normes environnementales et sociales plus protectrices. Ce système, s'il était validé, leur permettrait d'attaquer les États ou l'Union européenne dès qu'elles considéraient qu'une réglementation nuirait à leur activité. Même si les États ne seront pas contraints de modifier leur réglementation, ce système représente une menace a priori sur l'édiction des normes et a posteriori sous la forme de dommages et intérêts exorbitants. Enfin, dernière incongruité, la France vient de sortir du traité sur la charte de l'énergie qui protégeait les investissements dans les énergies fossiles. Or, le CETA couvre ces investissements par une protection juridique de même nature assortie d'une clause de survie de 20 ans. Après 7 ans de mise en œuvre, le bilan de cet accord provisoire permet de dresser un tableau mitigé pour le commerce et clairement négatif pour l'environnement. Pesant sur nos normes
et qui serait plus dangereux encore si les dispositions relatives à la protection des investissements étaient adoptées. Le groupe socialiste du Sénat appelle donc à son rejet. Plus largement, à un moratoire sur l'ensemble des accords de libre-échange en cours de négociation et à revoir notre logiciel en matière d'échanges commerciaux. Après des années de mobilisation de la société civile, de plusieurs syndicats et ONG, nous avons enfin la chance de débattre et de nous prononcer sur la ratification du CETA. Pourtant, cette inscription dans l'espace réservé d'un groupe d'opposition, le groupe communiste que je remercie, est un terrible désaveu pour le gouvernement qui n'a cessé de vouloir contourner le Sénat sur un texte pourtant majeur. Nous examinons donc aujourd'hui ce projet de loi de ratification dans un contexte parlementaire spécifique après plusieurs semaines de crise agricole. Durant cette période, partout en Europe, les agriculteurs ont exprimé deux principales revendications: pouvoir vivre dignement de leur métier, de leur travail, et ne plus subir une concurrence déloyale via des produits exportés à bas coût grâce au traité de libre-échange. L'accord économique et commercial entre l'Union européenne et le Canada impacte directement ces deux sujets. Il est vrai que certaines filières sont gagnantes de cette dynamisation des échanges et que d'autres sont davantage perdantes. En tant que législateurs, nous devons nous interroger sur cette balance entre les gains réels d'une part et les conséquences pour les filières d'autre part. Avec ce recul, on se rend rapidement compte que les avantages du CETA sont minimes, avec des augmentations à nuancer si on les considère en volume, et des gains économiques relativement faibles. À titre d'exemple, Monsieur le ministre, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, la part des fromages exportés au Canada représente seulement 0,55% de la production fromagère française en volume. À l'inverse, des filières comme la lentille subissent déjà une forte concurrence, tandis que la filière bovine française, qui est pour le moment relativement épargnée, peut craindre que le Canada décide d'utiliser les quotas négociés dans le cadre du CETA. C'est pour ces filières que la question de la concurrence déloyale se pose au premier plan. Pour nos agriculteurs et pour notre sécurité alimentaire, nous ne pouvons pas accepter du bœuf élevé avec de la farine d'origine animale et aux hormones de croissance. Nous ne pouvons pas tolérer des résidus de glyphosate aussi importants sur la lentille. Et surtout, nous ne pouvons pas revenir sur les interdictions des 41 substances actives phytosanitaires approuvées au Canada et interdites dans l'Union européenne. Derrière ces mesures de protection des agriculteurs et des consommateurs, c'est la question du modèle agricole que nous voulons en Europe qui est posée. Et malheureusement, depuis l'entrée en vigueur provisoire du CETA, le Canada a toujours cherché à plusieurs reprises à affaiblir la législation européenne pour notre agriculture, que ce soit en contestant les interdictions de produits phytosanitaires ou en cherchant à obtenir des dérogations pour les exploitations de viande bovine. Ce lobbying, rendu possible par les forums réglementaires prévus par cet accord, n'est pas acceptable et n'est pas à la hauteur des ambitions environnementales et climatiques que nous devons porter. Il est également important de rappeler que le CETA est venu déstabiliser la filière laitière canadienne, qui fonctionnait encore avec des quotas pour assurer une juste rémunération des agriculteurs. Les effets sont donc dommageables pour les paysans des deux côtés de l'océan Atlantique. Plus largement, ce traité de libre-échange a surtout permis une augmentation des échanges de produits fortement carbonés, ce qui est bien sûr intolérable pour un accord dit de nouvelle génération. Comme l'a rappelé mon collègue Didier Marie tout à l'heure, nous ne sommes pas opposés au commerce et aux échanges. Évidemment, ce commerce et ces échanges qui sont indispensables pour notre agriculture et pour notre industrie. Mais nous souhaitons plus de traités de libre-échange qui tirent les prix vers le bas au détriment des normes sociales et environnementales. L'Union européenne doit permettre l'émergence d'un nouveau modèle commercial où la réciprocité et le principe de précaution sont des valeurs incontournables. Les clauses miroirs ne doivent pas seulement être une expression que l'on répète inlassablement. Elles n'ont de sens que si elles sont réellement inscrites dans chaque accord de libre-échange, contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur le ministre. En l'occurrence, elles ne sont pas inscrites. Monsieur le ministre, l'Union européenne, qui représente 27 démocraties et un marché de plus de 400 millions de consommateurs, a les cartes pour pousser un tel modèle. C'est vous, Monsieur le ministre, qui avez les cartes en main pour pousser un tel modèle. Et pour commencer, nous vous proposons de supprimer l'article 1er qui porte la ratification du CETA. Et ainsi, avec mes collègues du groupe socialiste du Sénat, nous nous opposerons avec conviction à la ratification du CETA. J'ai souhaité intervenir puisque j'ai été interpellé nommément par le ministre. Et puis s'il y a bien une personne dans cette Chambre qui est attachée à l'amitié entre nos deux pays pour des raisons personnelles et en tant que président du groupe d'amitié France-Canada, c'est bien moi, dans cette Chambre. Ce que je peux vous dire, les propos que j'ai entendus, notamment du ministre, réduire la relation entre la France et le Canada
à un accord commercial est une insulte vis-à-vis de nos partenaires. En raison justement des relations historiques que nous avons entre nos deux pays, que ce soit sur les échanges universitaires, les échanges culturels, la langue que nous avons en commun, nous sommes justement des peuples amis et entre amis, nous pouvons justement nous dire les choses à égalité. Et monsieur le ministre, la responsabilité de la dégradation éventuelle de cette relation vous revient à vous. Pourquoi ? Parce que vous avez souhaité contourner le Parlement. Et en contournant le Parlement, vous souhaitez contourner le peuple à travers ses représentants. Et ça, c'est un déni de démocratie particulièrement scandaleux. Vous avez une responsabilité dans ce débat qu'il faut que vous assumiez. Et ce que je souhaite dire, c'est que ce que nous disons au groupe socialiste, et ce qu'il faut avoir conscience, il y avait des échanges économiques entre la France et le Canada avant cet accord, il y en aura après cet accord, il y en a toujours eu. Ça ne met pas fin aux relations économiques entre nos deux pays, soyons raisonnables. Ce que nous disons, c'est que pour nous, il y a des règles fondamentales à respecter en termes de protection de l'environnement, en termes de règles sociales, en termes de tribunaux d'arbitrage qui sont également quelque part un non-respect démocratique aussi du Parlement et de nos règles juridiques. C'est ça que nous envoyons comme message et absolument pas une défiance. Nous avons une amitié profonde pour le Canada, nous les respectons pleinement et c'est dans ce sens justement que nous n'aurons pas dans un vote négatif complètement puisqu'il y a un deuxième article et que nous souhaitons envoyer un message justement de paix vis-à-vis de notre partenaire et de respect et c'est dans ce respect-là que nous votons. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce qui devrait quand même nous rassembler à minima, c'est le fait que l'État ne peut pas renoncer à ses tribunaux, l'État ne peut pas renoncer à ses juges, l'État ne peut pas renoncer au fait que l'autorité judiciaire dépend du giron public. Avec l'organisme de règlement des différends, nous renonçons à ça. Et j'ajoute un point. Les investisseurs européens, ils continuent, eux, à relever des tribunaux français. Et donc vous instituez une forme de discrimination à rebours vis-à-vis des propres acteurs européens. Donc c'est inacceptable. Premier point. Deuxième point, on entend des discours très solennels sur l'intérêt supérieur de la nation. On peut arrêter la blague 2 minutes. Plus 0,01% de croissance dans l'UE projetée à horizon 2035 avec la déstructuration des filières que tous les collègues ont très bien même décrite. Donc arrêtez les grands discours sur ce qui est en train de se passer. Et puis dernier point, j'entendais quand même l'argument sur le Rassemblement national. C'est justement parce que nous n'avons jamais réécrit la grammaire de la mondialisation, parce que justement, nous n'avons jamais été dire que les questions sanitaires, que les questions environnementales surplombaient les questions commerciales, que tout n'était pas soumis à l'intérêt commercial, que nous en sommes au point où nous en sommes. Donc arrêtez de nous renvoyer le Rassemblement national. Au contraire, nous essayons d'y échapper par tous les moyens. Nous arrivons donc au terme de ce débat sur des enjeux qui touchent profondément nos modèles de production et de consommation, mais aussi l'autonomie stratégique de l'Union européenne et sa capacité à promouvoir et imposer ses valeurs et ses normes à l'échelle internationale. On ne peut bien évidemment, et ça a été dit à de multiples reprises, que regretter que le gouvernement n'ait pas souhaité assumer ce débat et nous permettre encore plus de temps pour l'évoquer. Mais ce débat va bien au-delà du CETA. La crise de confiance est là, les études d'opinion en attestent. Nos concitoyens s'inquiètent. Et loin de se défiler ou de prôner un repli ou le protectionnisme, il est de notre responsabilité de défendre une autre manière d'organiser les échanges commerciaux. Ils doivent pouvoir être mis au service d'une politique et non l'inverse. Si l'Union européenne s'en donne les moyens, elle peut être prescriptrice de normes. Elle a su imposer son règlement sur la déforestation importée et sur la taxe carbone aux frontières qui participe à l'évolution des pratiques commerciales. Et face à l'enjeu climatique, nous devons aller plus loin et plus vite. Dès lors, n'ayons pas peur du débat. Nous y avons tout à y gagner. Et l'Union européenne doit redonner confiance dans son projet. Une brèche s'est ouverte dans le dogme libéral, laissant place à une plus grande volonté de régulation et de souveraineté. Nous devons aujourd'hui l'élargir. C'est ce que nous faisons en repoussant le CETA. Et ce débat et notre vote y contribuent. Et nous verrons dans les semaines qui viennent que ce débat sera aussi au cœur
des aspirations démocratiques de nos pays.